Et VG. Oui. Pour le coup, qui pose la question, oui, on peut avoir des plats VG qui sont très très bons. Ah si, il y a une question de Paul. Pourquoi y a-t-il écrit drogue à la fin de la bulle en biologie? Quand on utilise-tu? Alors en fait, ce qu'on appelle des drogues, c'est vraiment le sens biologique du terme. Une drogue, c'est simplement une substance qui va modifier un comportement. Donc finalement, c'est aussi le sens commun qu'on a du mot drogue, hein. Ça modifie le comportement des humains, mais ça modifie aussi le comportement d'une cellule. Techniquement, nous, des drogues qu'on va utiliser, ce serait du cyanure. Le cyanure, ça nous intéresse pas mal. Pourquoi le cyanure, ça nous intéresse pas mal? Puisque quand vous prenez du cyanure, n'en prenez pas, hein. Quand vous prenez du cyanure, c'est une question de mort cellulaire qui va se produire, donc la respiration cellulaire qui va être totalement détruite. Et c'est pour ça que vous allez mourir. Et en fait, plus précisément, ça va être dans toute l'usine énergétique de vos cellules qu'il n'y a plus rien qui va fonctionner. Et l'usine énergétique de vos cellules, ce qui fait que vous avez de l'énergie dans vos cellules, ce sont les mitochondries, justement. Et nous, c'est ce qu'on regarde. Donc le cyanure a une interaction très très forte avec les mitochondries et peut un petit peu tout chambouler au niveau des mitochondries. Finalement, à quoi nous servent les drogues, nous? Elles vont nous servir à reproduire un comportement pathologique. C'est-à-dire, on a des mitochondries et on veut dire, ces mitochondries, elles ont telle maladie. Par exemple, elles sont trop fusionnées, trop quelque chose. Et pour le faire, on va induire ce comportement et on va voir ce que nous on observe lorsque ce comportement existe. Et en fait, l'idée dans tout ça, c'est qu'on cherche à identifier un comportement, à isoler un comportement pour être sûr qu'on observe la bonne chose tout simplement et pour tirer les bonnes conclusions. Si personne ne se manifeste, Quentin, j'ai une petite question pour toi, si tu me le permets. Oui. Vas-y, si tu veux commencer. La question était assez simple et assez générale. Est-ce qu'on a un moyen, je ne sais pas du tout le fonctionnement de ce cursus qu'est la thèse, est-ce qu'on a un moyen simple de suivre l'évolution du projet dans le temps? C'est une bonne question en vrai. Est-ce qu'on peut suivre l'évolution d'un projet scientifique en règle générale? C'est assez difficile en réalité parce que la science, ça fonctionne par un système de publication, c'est-à-dire que chacun fait ses petites recherches dans son côté et au-delà des petites recherches dans son côté, il va être question de publier, de partager les résultats. La publication des résultats, c'est vraiment la base même de la science, que ce soit en France ou dans le monde, avec le système de peer review, où chacun va pouvoir contrôler les articles qui sont publiés. Sauf qu'un article scientifique, il faut être très honnête, c'est pas accessible. C'est chiant, c'est en anglais, c'est compliqué. Et à part les personnes qui sont dans le domaine, il y a peu de gens qui vont comprendre un article scientifique ou qui vont s'intéresser à des articles scientifiques dans un domaine qui n'est pas le leur. Faire de la bibliographie, en règle générale, c'est chiant. Il y a d'autres façons de se renseigner, c'est les conférences, les séminaires. Sinon, il y a la communication interne qui va être faite directement par le CNRS. Et c'est là où ça peut être intéressant pour tous ceux qui veulent suivre un petit peu de l'actualité scientifique. N'oubliez pas qu'il y a de la vulgarisation, mais surtout n'oubliez pas que les organismes de recherche, notamment le CNRS, sont présents sur Twitter, sur Instagram, etc. Et sur Twitter notamment, c'est là où la plupart des organismes sont le plus présents. La plupart des projets sont suivis et on va dire il y a eu telle évolution, il y a eu telle chose et tout. Par contre, la recherche en tant que telle, c'est-à-dire j'ai pensé à mettre telle lentille, j'ai pensé à mettre tel truc, j'ai pensé à mettre tel truc, non, ça c'est quelque chose qui va être totalement invisible. Ça fait partie du savoir-faire finalement du chercheur. Et le seul endroit où il y a des traces de tout ça, ça va être dans le cahier de laboratoire, qui va être informatisé ou non, et ça va être dans la tête de la personne qui l'a fait. Donc oui, c'est très difficile de suivre en direct live, on va dire, l'évolution d'un projet. Par contre, on peut suivre les résultats du projet via les réseaux sociaux, via d'autres méthodes. Mais voir l'évolution et le raisonnement, en quelque sorte, c'est vrai que c'est compliqué, c'est dommage, en quelque sorte. Donc, on peut compter sur toi pour nous faire un petit point de temps en temps. Un petit update. Exact. Scientifique. On peut compter sur toi. Exactement. Parfait, je te laisse prendre la suite des questions. Donc, est-ce que ce type d'imagerie peut s'appliquer à tous les types de cellules et de tissus? Alors, déjà, sur tous les types de cellules et de tissus, ce qu'il faut comprendre, c'est que selon ce qu'on cherche à observer, on ne va pas regarder avec le même type de lumière. On va avoir ce qu'on appelle une fenêtre biologique lorsqu'on observe, qui consiste à dire que quelque chose est observable sous telle ou telle longueur d'onde. Donc, je vais me limiter sur la question sur le vivant, déjà, et au-delà du vivant, plutôt sur les mammifères. Si on reste sur les cellules en règle générale, observer en phase, comme je viens de le dire, c'est quelque chose qui est très 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 pratique lorsqu'on a un objet qui est principalement transparent, donc lorsqu'on va créer du contraste. Finalement,
qu'on pourrait dire, et c'est assez intéressant comme ça, enfin présenté comme ça, c'est qu'un objet qui n'absorbe que très peu, donc un objet qui est très peu transparent, va être très visible en phase. Inversement, un objet qui est très visible en phase, enfin inversement, non, complémentairement plutôt, un objet très visible en phase et peu visible en absorption, mais donc inversement, un objet peu visible en phase est généralement très visible en absorption. Ce qui veut dire que, est-ce que c'est valable pour tout? En fait, si c'est pas valable, c'est que la méthode classique, elle, est valable, plus simplement. Au-delà de ça, en règle générale, la plupart des tissus et des cellules sont transparentes, parce que c'est fin. Et quelque chose qui est fin, généralement, c'est à peu de choses près transparent. Donc, oui, finalement, c'est applicable sur tout. Observer en face, c'est ce qui se fait le plus souvent. Si vous utilisez une loupe binoculaire, généralement, vous faites du contraste de phase dessus. Si vous utilisez un microscope, vous faites du contraste de phase dessus. Et du contraste de phase, globalement, ça consiste, au lieu d'éclairer avec toute la lumière, à se dire je vais éclairer seulement avec un anneau de lumière. Et cet anneau de lumière fait que je vais retirer quelque chose à la fin où je vais avoir un contraste entre je vais créer du contraste artificiellement entre les membranes, donc tout ce qui vient aux interfaces, entre les membranes de ma cellule et le milieu intra- et extracellulaire. Donc finalement, dans une méthode d'intensité, on va vraiment repérer l'intérieur en quelque sorte, on va repérer la structure à proprement parler. Alors dans une méthode de phase, donc ce type d'imagerie par exemple, on va repérer plutôt le fait de passer d'un milieu à un autre, donc les interfaces. Donc oui, ça s'applique à tout type de cellules, à tout type de tissus, pour peu qu'ils soient transparents, à peu de choses près. Ce qui est globalement le cas de tout type de cellules et tissus. Pour revenir sur le fonctionnement de la thèse, moi j'avais une question parce que tu disais que c'était pas possible forcément de suivre l'avancée d'un projet. Est-ce que c'est pas possible dans le cadre de ta thèse, par exemple, d'utiliser des plateformes comme Arvix pour publier son travail de recherche au fur et à mesure et pouvoir du coup d'une certaine façon suivre l'évolution du projet? Alors là, c'est sur le principe de publication que je reviens. Donc c'est aussi très intéressant, soit dit en passant. Le principe de publication, c'est d'avoir des résultats. Tu publies pas si tu n'as pas de résultats. Le but de ce genre de choses, c'est pas de tenir un journal, c'est pas un journal intime, c'est pas aujourd'hui j'ai fait ça, aujourd'hui j'ai fait ça. Ce qui veut dire que lorsque tu n'as pas des résultats qui sont considérés comme importants par la communauté scientifique, tu n'as rien, tout simplement. Ce qui veut dire que si tu cherches à avoir une évolution au jour le jour du projet, avoir un suivi du projet au jour le jour, c'est strictement impossible avec ce genre de plateforme. Avec ce genre de plateforme, ce sera plutôt des résultats. Par exemple, on peut imaginer, je sais pas, je suis dans un hypothétique conditionnel, on va dire. Imaginons que d'ici un mois, on se rende compte qu'on arrive à observer quelque chose qui a pour l'instant jamais été observé, ce qui est en soi potentiellement le cas avec certaines des techniques qu'on utilise ou avec la résolution qu'on a. Mais imaginons qu'on observe quelque chose de très spécifique et qui donne un résultat ou une interprétation très intéressante. Alors là, on va le publier. Le publier, c'est-à-dire qu'on va écrire un article dessus. Cet article, il va falloir qu'il soit relu par les gens. Et le principe de peer reviewing, donc qu'il soit relu par les autres, est toujours très important, même sur une plateforme qui va être ouverte. Et on peut même considérer, et aller plus loin, quelque chose qui est écrit et qui n'est pas relu par les pairs, finalement a très très peu d'intérêt. C'est un petit peu le cas du préprint, par exemple, où finalement le préprint fait que personne n'a vraiment encore relu. Ce qui veut dire que quelque chose qui est en préprint n'a pas encore beaucoup de valeur, ou en tout cas n'a pas encore n'est pas encore quelque chose de certain, on pourrait dire. Donc est-ce qu'on peut suivre avec ce genre de plateforme? Oui, un peu mieux qu'avec d'autres. Est-ce que pour autant on aura une avancée au jour le jour? Non, clairement pas. Au mieux, c'est les réseaux sociaux. D'accord, merci beaucoup pour ta réponse. Ouais, plus largement, merci. Merci pour ta présentation, Quentin. Si vous n'avez pas d'autres questions, j'ai peut-être une question rapide. Une petite question sur le deep learning. C'est quelque chose que je vois un peu partout, que ce soit en recherche dans l'industrie, etc. Mais presque nulle part dans les programmes universitaires ou d'école. Et du coup, ma question, c'est est-ce que tu avais ça en cours en école ou est-ce que tu as appris ça sur le tas? Et si oui, est-ce que ça s'apprend bien sur le tas ou pas? Alors, donc déjà pour revenir juste sur le thème du deep learning, en effet c'est un terme qui est un peu à la mode. Le deep learning, ça fait partie du machine learning. Le machine learning, c'est tout ce qui est question d'intelligence artificielle en règle générale.
Les questions d'intelligence artificielle, c'est pas toujours quelque chose qu'il faut voir comme une fin en soi. Le deep learning, c'est pas quelque chose qu'il faut voir comme une fin en soi. Plus précisément, dans la recherche et dans mon équipe, on y est même presque plutôt opposé. Pas opposé d'un point de vue dogmatique, opposé au sens si on peut passer par autre chose, passons par autre chose. C'est-à-dire que si on peut utiliser une méthode mathématique plus adaptée, on va dire, autant utiliser une méthode mathématique plus adaptée. Donc pour revenir du coup vraiment sur tes questions, le deep learning, généralement, tu as une formation au moins en données ou en informatique dans la plupart des écoles d'ingénieurs. En règle générale, on a une formation en données, moi dans ce que j'ai fait. J'ai suivi des cours en traitement des données. J'ai suivi des cours un petit peu en machine learning, intelligence artificielle dans mon école. C'était clairement pas suffisant pour ce que je voulais faire. Et de mon côté, j'ai suivi une certification en machine learning, deep learning par moi-même sur Internet. Et ensuite, j'ai notamment réalisé un stage en Espagne où j'ai fait du deep learning, donc de l'apprentissage non supervisé. Et c'est ça qui m'a vraiment permis d'un petit peu mieux m'y connaître. Et moi-même, je me suis renseigné. Est-ce que ça s'apprend sur le tas ? Oui. Est-ce que ça s'apprend bien sur le tas ? Non. En fait, lorsque tu apprends ce genre de technique sur le tas, tu vas être performant dans la technique. Par contre, tu n'auras généralement pas le recul nécessaire à l'élaboration soit d'autres techniques, soit à l'amélioration de ta technique en t'inspirant d'autres techniques que tu ne connaîtrais pas. Donc, est-ce que le deep learning s'apprend sur le tas ? Oui. En informatique, tout s'apprend sur le tas, honnêtement. Est-ce que pour autant c'est suffisant ? J'aurais tendance à dire que non, mais là c'est un point de vue personnel. C'est que c'est bien d'apprendre sur le tas, mais avoir une formation soit académique, soit des cours, soit même ne serait-ce qu'un espèce de socle en quelque sorte sur un domaine, c'est quand même très important et très intéressant pour être capable d'acquérir un certain recul et être capable d'utiliser les choses beaucoup plus proprement que si on en a juste une connaissance sur le tas. Ok, merci beaucoup. Peut-être une autre question sur Bordeaux. J'imagine que tu vis à Bordeaux là du coup ? Oui, tout à fait. Est-ce que Bordeaux c'est une ville qui se vit bien sans voiture ? Oui, clairement. J'ai pas de voiture. Et les voitures, c'est chiant et ça pollue. Non, en vrai, Bordeaux, c'est super sympa. C'est une ville qui est très mignonne. J'aime beaucoup le centre-ville. Ça sort clairement du contexte de cette présentation, mais c'est pas grave. Oui, il y a le tramway à Bordeaux. Il y a 2 lignes de tramway qui permettent d'aller globalement un petit peu partout. Il y a des bus, donc c'est plutôt bien desservi. Et il y a énormément de vélos. Et il y a même une carte de transport comme la carte Navigo à Paris, où dessus, tu peux même prendre le bateau. Oui, moi aussi, quand j'ai vu que je pouvais prendre le bateau avec mon père, j'étais choqué. Mais non, franchement, c'est en vélo, tu es à une demi-heure maximum de points très éloignés. En tram, allez, si tu vas d'un point A à un point B qui sont vraiment opposés dans la ville, au maximum, tu en as pour 1 heure. 1 heure, c'est chiant, mais enfin, tu vas pas souvent à l'autre bout de la ville. Généralement, tu choisis un endroit qui est à peu près lié à là où tu travailles. Personnellement, je suis à un arrêt de tram et le CNRS est à 4 arrêts de tram, donc je mets 7 minutes le matin. Ok, super. Très bien. Ça comprend le TER, ta carte, je suppose ? Alors tu peux, c'est 11 € de plus par mois, donc c'est pas forcément foufou, mais si tu prends beaucoup de TER, ça vaut le coup. Il y a un TER qui passe notamment par Pessac, par Bordeaux-Saint-Jean, tu peux aller jusqu'à Arcachon, tu peux aller à Saint-Émilion, tu peux aller à plein d'endroits. Ok, très bien, c'est parfait, merci. Et merci pour la présentation. C'était très très bien. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que vous avez appris des choses. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, même si les questions vous viennent plus tard, à me les envoyer. Et tant qu'à faire, j'en profite pour remercier l'organisation des conférences, Maxime et Alexis ici présents. Et j'espère que vous avez adoré les conférences passées, présentes et futures.